On continue à décrypter les enjeux de ce sommet avec Bogdana Feidoun, consultante en affaires publiques. Bonjour, merci d'être avec nous en direct depuis Kiev. D'abord, quels sont vos échos d'Ukraine? Comment les Ukrainiens appréhendent-ils les prochaines heures? Bonjour. C'est difficile parce qu'actuellement, on n'a pas de scénario qui nous indiquerait si les négociations, le premier tour de négociation va être réussi ou pas. En tout cas, on espère à ce que ça ne va pas nuire à des prochains rounds de négociations et que on va parvenir, à travers le chef d'État ukrainien, Zelensky, à passer les messages clairs qu'il y aura, à l'heure actuelle, je vous parle, zéro tolérance à quelconque échange ou cession des territoires ukrainiens, euh, parce que c'est contre la constitution ukrainienne. Et à l'avenir, il n'y en aura pas non plus. Et la voix ukrainienne est très importante à être entendue à travers le chef d'État ukrainien Zelensky. Et si on accepte, en quelque sorte, échange ou cession de territoire, ça voudrait dire que le droit international qui est déjà bouleversé et la Charte des Nations Unies établie, ça va être une ouverture à un nouveau monde et la porte à des tyrannies qui va être grande ouverte. Quel est l'état du... Deuxième moment, quel- si je peux juste... Ah, pardon. Oui, pardon, simplement, quel est l'état du pays actuellement? Est-ce que tous les Ukrainiens sont les yeux rivés sur leur télévision, à suivre les informations en direct? Ou est-ce qu'ils Sincèrement, sentent que oui. l'enjeu est finalement, que le vrai enjeu sera ce second round de négociations, comme vous disiez? Je pense que le vrai enjeu, c'est le second. Mais encore une fois, le premier ne doit pas nuire à ce qui était Mm. déjà établi. Si on regarde la situation globale, les Ukrainiens sont épuisés. Mais la question en fait de principe, de ne pas céder les territoires, c'est clair. On va pas le faire. Mais est-ce qu'on est prêt en fait à continuer à se battre d'une telle intensité? Ça, c'est une autre question. Cependant, s'il y aura un cessez-le-feu ou une moindre réduction de hostilité, ça doit être accompagné par des garanties de sécurité qui vont être euh, juridiquement contraignantes et exécutoires. Ce qui est la Lesquels, par différence des exemple? garanties de sécurité aujourd'hui. Lesquels, par Avec l'Union exemple? européenne et avec les États-Unis. Quelle garantie de sécurité? Euh, les garanties de sécurité de l'armement, de donner en fait à l'Ukraine suffisamment d'armement. Je ne parle pas à l'heure actuelle d'alliances des pays pour mettre les soldats étrangers en Ukraine, parce qu'avec la ligne de front actuelle et avec les quantités des soldats qui vont être prêts à venir, il me semble que ça va pas être suffisant, vu que la plus grande mission en fait des Nations Unies comptait 20 000 personnes. C'est largement insuffisant. Cependant, continuer à avoir l'armement et des livraison continue, la production continue et avoir les sanctions qui vont pas être affaiblies, Hmm. euh, mais aussi voir toutes les composantes que l'armement russe a et la façon dont la Russie continue à alimenter leur propre production Hmm. d'armement et de ne pas céder en fait à la pression en fait du président Poutine. Et justement, comment est-ce que vous percevez ce sommet qui redonne une crédibilité à Vladimir Poutine, puisqu'il le remet au centre de la diplomatie mondiale, et ce, au détriment de l'Ukraine? Effectivement, c'est au détriment de l'Ukraine. Cependant, le premier tour, ça va être un sorte de voir qu'est-ce qui va être dit et comment l'Ukraine va être positionnée au sein de ces négociations. Le deuxième tour, et c'est pour ça que les leaders européens, les Ukrainiens, les États-Unis, enfin, ils ont dit que les négociations ne vont pas se passer sans l'Ukraine. Et ça joue à mon propre regard bénéfique pour l'Ukraine parce que comme ça, la désinformation et le narratif russe, comme quoi le président ukrainien, il n'est pas légal, Légitime? ça va être contredit.
légitime, pardon, et ben, ça va être contredit. Volodymyr Zelensky qui attend de cette rencontre, je cite, qu'elle ouvre la voie à un véritable chemin vers une paix honnête. Est-ce que c'est possible selon vous? Est-ce qu'il ne rêve pas beaucoup plus grand que la réalité, Volodymyr Zelensky? La paix va pas être possible sans la justice et la paix ne sera pas possible sans le retour de prisonniers de guerre qui sont illégalement détenus en Russie dans les conditions inacceptables. La paix va pas être possible sans que la Russie a un chèque à payer pour rembourser tous les dommages et intérêts aussi qu'elle a causés aux Ukrainiens. Il y aura beaucoup de composantes, y compris les enfants et les civils qui sont également détenus, qui n'ont pas le statut de prisonniers de guerre dans les termes militaires. Mais vous avez espoir pour que Vladimir Poutine accède à ces demandes? Notamment sur la question des réparations, notamment sur la question des réparations dont vous parliez. Il faudrait déjà que Moscou reconnaisse les dégâts qu'il a infligés à l'Ukraine. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est tout à fait. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Et ça dépendra de quelle manière la position ukrainienne va être, si elle va être forte, entre guillemets, ou pas. Et les négociations d'aujourd'hui vont mettre un bloc, enfin, vont mettre les premières briques en fait pour construire par la suite les narratifs et la position forte de l'Ukraine. Voilà, c'est ce qu'on espère en tout cas. La conclusion de ce sommet qui repose en grande partie sur le président américain Donald Trump. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui a réitéré en tout cas sa confiance à quelques heures de ce sommet. Il a déclaré, je cite, compter sur Donald Trump pour mettre un terme à la guerre. Et lui qui a mené une trentaine de consultations avec ses alliés en amont de cette rencontre. Donald Trump, lui, se dit assez confiant. Je vous propose de l'écouter. On en parlera juste après. C'est un type intelligent. Il fait ça depuis très longtemps, mais moi aussi. On fait ça depuis très longtemps. On en est là. On est président, on s'entend bien. Il y a un respect mutuel et je pense qu'il en sortira quelque chose. Il amène plein d'hommes d'affaires de Russie et c'est bien, j'aime ça. Ils veulent faire du business, mais ils ne feront pas de business tant qu'on n'aura pas résolu la guerre. Vladimir Poutine voulait prendre toute l'Ukraine. Si je n'étais pas président, il serait en train de prendre toute l'Ukraine en ce moment même. Mais il ne le fera pas. Voilà, la question, c'est de savoir si Donald Trump va maintenir cette attitude et cette position lorsqu'il sera face à Vladimir Poutine. Est-ce que vous êtes confiante ? Je suis confiante. Cependant, je suis inquiète vu la composition de la délégation de la Russie dans laquelle fait partie Dmitriev, Siluanov, et le ministre des Finances. Donc ça veut dire qu'il y aura effectivement un sujet de business, comme il dit, qui va être mis en considération, mais on ne sait pas en fait qu'est-ce que les Russes ils vont proposer en termes de deal ou des intérêts de finances. Si on regarde Trump d'un point de vue d'un homme d'affaires, je pense qu'il est expérimenté et il gardera son narratif parce que son principal intérêt, c'est de satisfaire les États-Unis, son pays. Et le deuxième intérêt, c'est peut-être avoir le prix Nobel de paix pour laquelle il espère la nomination dans les mois à venir. Et on suivra bien sûr en direct sur France 24 les derniers développements concernant ce sommet. Merci Bogdana Fedoun, consultante en affaires publiques en direct de Kiev.